Bonjour et bienvenue à notre session qui s'appelle IA dans les pathologies et les innovations courantes et vision future. Nous avons assemblé une équipe incroyable de gens qui vont partager leur modèle d'affaires et un peu de l'apprentissage que eux ils ont fait dans les prochaines 40 minutes. J'aimerais commencer avec 4 introductions des gens qui vont participer dans cette session. D'abord, laissez-moi souhaiter la bienvenue à Mike Montalto. Désolé, Mike. J'espère que, j'espère que je l'ai dit correctement. Donc, Montalto est le directeur scientifique de Path AI depuis novembre 2019, où il utilise la pathologie alimentée par l'IA pour soutenir le développement de nouvelles thérapies et de nouveaux diagnostics pour les patients. Mike possède une expérience significative dans le développement de produits diagnostiques de pathologie numérique et dans la conduite de recherches translationnelles de pointe dans de grands environnements biopharmaceutiques. Avant de rejoindre PathAI, Mike dirigeait la majorité des laboratoires centraux de biomarqueurs cliniques en médecine translationnelle à BMS pour soutenir tous les domaines thérapeutiques pour les essais cliniques mondiaux, la médecine de précision et le développement diagnostique compagnon. Mike a également, qui joint Mike, sa collègue Christian Taylor, qui est directrice des sciences cliniques chez PathAI. Elle a 15 ans d'expérience en recherche clinique dans l'industrie de la pratique clinique euh, et la pratique universitaire. Avant de rejoindre PathAI, Christine a travaillé comme consultante pour Beckham Coulter dans la mise en place de l'organisation clinique de l'unité commerciale d'aide à la décision clinique et IA. Elle avait auparavant dirigé la stratégie clinique mondiale chez Smith Nephew. Alors, bienvenue aussi à Dr. David Klimstra, qui est l'un des fondateurs et le médecin en chef chez AJI. Dr. Klimstra a obtenu son diplôme de médecine de l'Université Yale et a également effectué une résidence en pathologie anatomique à Yale aussi, après une bourse de recherche en pathologie oncologique au Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Il a rejoint la faculté de cette institution où il a pratiqué la pathologie gastro-intestinale et il a été chef du service de pathologie chirurgicale, puis président du département de pathologie. Il a également été professeur de pathologie et de médecine à laboratoire à Weill Cornell Medicine. Il a travaillé avec Fuchs, Dr. Fuchs en pathologie computationnelle, utilisant l'apprentissage automatique pour développer des algorithmes diagnostiques, ce qui a conduit à la fondation de Page AI. Il y a le Dr. Joe Oakley, le directeur médical du développement des biomarqueurs chez Page AI depuis mai 2022. Son rôle chez Page est de tirer parti de l'apprentissage automatique et de l'intelligence artificielle pour trouver de nouveaux compléments aux stratégies de biomarqueurs existantes avec l'analyse d'images numériques afin d'accélérer la personnalisation du traitement en oncologie. Les pathologistes génétiques moléculaires qui s'est spécialisé dans le développement de biomarqueurs dans de multiples domaines thérapeutiques. Alors, bienvenue tout le monde et merci d'être ici aujourd'hui. On a à peu près 1 heure ensemble, 45 minutes, euh, et c'est vraiment pour que l'équipe ici partage leurs expériences, leurs savoirs. On va avoir un dialogue naturel avec l'équipe, puis on a gardé un 15 minutes à la fin pour des questions des gens qui écoutent. Alors, docteur Kuchka, on fait en fait vous donner le microphone et vous allez vous donner un peu un départ sur la pathologie numérique avant de commencer la session et merci beaucoup. Oui, merci Anne-Marie. C'est super d'être ici. C'est super de partager le podium avec nos collègues de PathAI. Alors, j'utilise cette... oh, ça fonctionne. Ah, ça a disparu. OK. Alors, ça, en gros, juste pour que tout le monde soit à jour, je vais prendre quelques minutes pour parler de c'est quoi la pathologie numérique. Alors, naturellement, la pathologie, c'est basé sur l'examination des tissus retirés pendant la chirurgie ou la biopsie et
pendant longtemps, ça a été un processus très bien établi. On le met dans la cire, on examine sous le microscope dans des slides. Et ça a été un peu ce qu'on fait depuis 200 ans. Ce qui veut dire qu'on n'a pas vraiment avancé technologiquement depuis en fait très longtemps. Alors récemment, on a développé la capacité de scanner les avec un scanner de numériser et en fait a été approuvé par le FDA dans la pratique clinique, mais seulement en 2017. Alors l'adoption de pathologies numériques est en fait très derrière d'autres endroits en médecine. Et c'est intéressant si vous regardez le rationnel après la pathologie numérique, il y a en fait un grand nombre de belles opportunités euh, pour ce qui est de simplifier la reproduction, partagée par télépathologie. Il y a une réduction de coûts ici et on va tous en parler. Ça nous permet d'utiliser les dossiers numériques pour l'IA. Il y a beaucoup d'informations contenues dans les diapos numériques. Il y a plus de données que tout un scan de résonance magnétique. Et en fait, toute la donnée sur MRI, c'est à peu près l'équivalent. Alors, la quantité d'informations est extrêmement pertinente. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ben, en fait, il y a plusieurs problèmes. En fait, c'est cher. Les scanners sont chers. Il faut modifier l'infrastructure. Il faut quand même utiliser des diapos en verre pour les faire. Et il y a un défi à ce que les pathologistes eux-mêmes l'utilisent. Ils ont, c'est un peu comme alors, mais un peu, si on utilise l'intelligence artificielle, on peut créer de la valeur qui peut aider à pousser l'adoption, en fait. Alors, comment est-ce qu'on appliquerait l'intelligence artificielle pour la pathologie? Ben, la première utilisation, c'est un soutien aux décisions diagnostiques. Aider les pathologistes à trouver, en fait, l'aiguille dans le tas de foin un peu plus rapidement, puis avec une meilleure utilité que ce qu'ils peuvent faire maintenant. Alors, soutenir les diagnostics standards, soutenir les évaluations subjectives. La pathologie, c'est très subjectif et quantifier les choses. Donc, standardiser euh, la quantification, en fait. Et aussi, on a l'opportunité de créer des biomarqueurs. Si on peut avoir deux saveurs, on peut répliquer des biomarqueurs existants, on peut créer des nouveaux biomarqueurs pour des choses qu'on ne peut pas détecter aujourd'hui avec la technologie qu'on a. Alors, alors, chez Page, la philosophie, c'est qu'on a une solution du début à la fin. Page, en fait, accommode n'importe quel scanner, différents modèles sur le marché et on téléverse les images et que ce soit notre IA ou c'est l'IA de n'importe quel autre vendeur, institution, etc., d'utiliser ces images-là et ensuite ça peut être vu dans notre outil euh, pour les pratiques de pathologie ou pour des applications pharmaceutiques. Je vais vous donner un exemple d'un diagnostic, un IA qu'on a créé, puis ensuite je vais laisser Joel parler de certains biomarqueurs. Alors, notre approche au diagnostic par IA, c'est d'utiliser plusieurs données. On a 5 millions de diapos qui sont utilisés pour un modèle d'apprentissage. Et l'ancienne approche, on demandait à un pathologiste d'annoter des structures sur une diapo qui sont pas très bons aussi à travailler dans des grosses quantités de données. Alors, on utilise l'apprentissage où l'ordinateur apprend de lui-même ce qui est important basé sur le diagnostic pour cette diapo-là. En faisant ça, on est capable de créer des modèles. Celui-là est pour le cancer de la prostate avec un, une valeur prédictive très importante. Alors, voici la courbe ici est très, très haute et ça identifie le cancer. Et en entraînant sur des millions d'images, on peut créer des modèles qui généralisent de l'IA à grade clinique, qu'on appelle. Ça a été publié dans la magazine Nature Medicine, et donc euh, plusieurs institutions, 44 000 diapos et plusieurs artefacts. Et vous pouvez voir que dans des études, en travaillant avec des pathologistes qui utilisent l'IA
dans des cas tests, on a été capable de réduire les taux d'erreur de 70% et la sensibilité au diagnostic. Et en cancer de prostate, que ce soit un pathologiste uro ou non. Alors, ça a plein de potentiel pour améliorer les soins patients et les diagnostics. Puis en fait, c'est maintenant le seul IA pour pathologie approuvé par le FDA. On a eu l'autorisation Breakthrough en 2021. Puis quand ils nous ont approuvé, ils ont établi les paramètres pour évaluer l'IA pour la pathologie en général. Alors, ça, c'est des données d'une étude en monde réel, l'utilisation pratique un peu dans le vrai monde, si on veut. Une institution au Portugal, ils ont montré une réduction de besoins pour l'histochimie et deuxième opinion. Donc, vous voyez l'efficacité dans ces outils-là. Et ici, maintenant, on est en train de développer des algorithmes pour soutenir les décisions, incluant la prostate, cancer du sein, métastase, et plusieurs sont marqués CE en Europe. Alors, ça, c'est le travail qui est en train d'être fait chez Page pour l'IA de diagnostic, mais maintenant, je vais le tourner à Joe Lockley pour parler des biomarqueurs. Oui, merci David. Et chez Page, beaucoup des biomarqueurs qu'on utilise en ce moment sont faits pour regarder à H et E en tant que diapo numérisée. Et une des raisons, c'est que chaque cas va avoir une HE euh, diapo numérisée ou une diapo qu'on peut numériser pour appliquer l'apprentissage machine et l'IA. Et la raison qu'on a regardé le H et E, c'est que, comme David a mentionné, c'est que l'image est très dense en information. On aime ça regarder ça comme étant une analyse phénotypique poussée. Alors, les termes comme IA, phénotype, c'est comme si on faisait quelque chose de radical. Et en fait, je dirais, au lieu que ce qu'on fait, c'est que on fait des applications qui ont en fait survécu au test du temps. On est juste mieux et plus significatif. Alors, par exemple, on sait que cette image à droite est un exemple d'un carcinome invasif du cancer du sein. On le sait parce que des pathologistes, à travers le temps, ont regardé des centaines de milliers d'exemples de ça et ont reconnu c'est quoi dans l'image qui nous dit que cet exemple-là a un carcinome invasif et on regarde par exemple les changements dans le nucléus, les glandes. Est-ce que les glandes sont à la bonne place? Non. Euh, alors on a une réaction qui indique que c'est maligne. Et on sait par association clinique que ce pattern qu'on remarque en tant que pathologiste est un potentiel métastatique. Alors, on sait que c'est une tumeur agressive. Alors, on a passé outre avec la technologie, avec l'histochimie, par exemple, d'être capable de trouver plus sur l'information phénotypique qu'on a trouvée de cette façon que les cellules sont capables d'interagir avec ce qui est alentour. Alors, on fait encore ce diagnostic en tant que pathologiste, on utilise encore le HE et notre propre reconnaissance humaine pour triager ces cas-là, mais on a besoin de plus d'informations phénotypiques et c'est là qu'on a les techniques ancillaires. Alors, on a besoin de regarder ER, PR et HER2 parce que ça va avoir des implications pronostiques et thérapeutiques aussi pour le patient. On peut regarder KI67, dans certains cas, on va regarder PCR ou séquençage. Et donc, la clé ici, c'est qu'on fait tous ces tests ancillaires juste pour avoir plus d'informations à propos du phénotype. Et naturellement, parce que le phénotype, comme on a mentionné, c'est très rempli d'informations. Alors, ce que les cellules ont l'air sur le HE, c'est en fait le total de toutes les choses qu'on testait par toutes ces autres techniques-là. Alors, la façon dont la tumeur a l'air, c'est une réflexion du génome, des mutations, comment c'est exprimé et la façon exacte que ça interagit. Alors la façon que ça va fonctionner, c'est que ça va être capturé sur l'image et ça va incorporer des
entre le stroma et la distance, entre l'estrogène et la progestérone, et sont pas faites immédiatement à côté de cette tumeur-là. Alors, on capture les micro-environnements, les composantes cellulaires et même les composantes non cellulaires. Et on est capable de capturer aussi les différentes réactions qui se passent alentour. Alors, je dirais que pendant qu'on examine ce phénotype-là avec ces nouvelles outils-là, on essaie pas de remplacer les pathologistes, on fait juste prendre les analyses de base H et E et on met l'ordinateur dessus pour trouver des nouveaux patterns que les yeux humains ne peuvent pas voir, mais qu'un ordinateur peut voir. Alors, comme David a mentionné, la façon dont nous passe de biomarqueurs, c'est deux catégories, ce que nous, on appelle les répliqués et les nouvelles. C'est là qu'on utilise le H et E pour faire des choses plus rapidement pour moins d'argent et en fait un screening pour les biomarqueurs qu'on connaît déjà. Donc, par exemple, on essaierait, par exemple, de faire un screening pour EGFR, par exemple, qu'on connaît déjà. Ça, c'est une application, je vais en parler plus tard. Mais on a aussi des applications nouvelles où là, il y a un problème où il y a pas peu de biomarqueurs qu'on connaît. Alors, une application, euh, ça serait par exemple le HR2 complète, l'algorithme qu'on regarde avec un HAC0, alors où l'histochimie ne peut rien faire en ce moment pour essayer de trouver une expression HR2 significative. Alors, certains exemples de ça qu'on a développé ici chez Page ou dans le processus de développer un exemple de réplication ou copie, c'est quelque chose qu'on a développé pour faire un screening de EGFR. Ce que je vais vous présenter, c'est une publication confirmée par un de nos fondateurs, euh, Thomas Fuchs. Euh, alors, ce que c'est ici, c'est regarder les EGFR, les mutations dans les carcinomes du poumon non à petites cellules. Alors, vous passez l'algorithme dessus sur un diagnostic HE qui va avoir un score de EGFR. Alors, les chances que cette tumeur-là ait le EGFR, et quand on fait ça, on peut en fait commencer à faire un triage pour ces cas-là sur le HE qui ont des mutations et qui disent soit en temps ou à travers ou aussi le tissu, qui est un gros problème quand on parle des petites biopsies pour un cancer du poumon. Alors, on peut prendre ces cas-là qui ont une très grande chance d'avoir une mutation et aller sur le test définitif pour donner exactement la mutation EGFR qui en ressort. Et là, naturellement, ceux qui ont une bonne chance sont testés pour certains d'autres des cibles significatives. Alors, une façon de se développer, c'est en gros l'approche standard qu'on prend, c'est pour éviter les petits détails et aussi parce que je suis pas un scientifique de données. Mais l'idée ici, c'est qu'on a une image qu'on a prise pour les diagnostics HE et ça va être passé à travers un extracteur. Donc, l'image va être brisée par l'ordinateur en plus petites plages et ils vont faire ce qu'ils vont faire, ça va être de l'apprentissage guidé, donc supervisé. On entraîne le modèle, c'est ce qu'on leur dit, c'est qu'il y a un cancer du poumon et un cancer. Et le modèle va surtout apprendre à reconnaître, OK, ça, c'est un cancer du poumon et ça, c'est ce qui existe pour voir s'il y a une mutation à GFR. Et dans ce modèle, ça incorpore aussi de l'information clinique et pour améliorer la précision en mettant d'autres modèles une fois qu'il a trouvé certaines choses. Alors, si, par exemple, le patient est un fumeur ou non-fumeur, et ensuite on trouve un cas type de classification pour la tumeur du patient et s'il y a une grande chance d'avoir un EGFR. Alors, quand on a fait ça, ce qu'on a trouvé, c'est qu'on peut identifier un signal qui indiquait avec une grande partie sous la courbe, presque un 9, les parties qui ont une mutation GFR. Et c'est vraiment très bon à travers les thérapies associées GFR avec les altérations. Alors, le plus important ici, c'est qu'on a fait un petit peu d'analyse sur comment est-ce que ça pourrait avoir un effet sur les essais cliniques. Alors, aux États-Unis, 16% des non appétitillaires vont avoir un EGFR. Si on fait un screening normal, soit un PCR ou un antigen, vous avez ce 16%-là, mais si vous faites un pre-screening, on peut augmenter le taux en faisant un triage
et c'est très important au niveau des essais cliniques. Alors, par exemple, si moi je faisais un essai clinique et je voulais cibler 400 patients avec un EGFR, hein, ben, si je faisais du screening conventionnel, il faudrait que je fasse un dépistage de presque 3000 patients pour trouver les 400 patients. Si je prends le HE diagnostic, je passe l'algorithme dessus et je l'ai juste envoyé à un test EGFR, ceux qui sont positifs par le dépistage aidé par l'IA. On peut avoir 400 patients avec seulement 1000 dépistage, ce qui sauve beaucoup de temps et d'argent pour les essais cliniques. Et dans un scénario clinique, vous pouvez faire la même chose. Si vous avez pas beaucoup de ressources, vous êtes si vous voulez faire attention au coût, vous pouvez utiliser le même algorithme pour identifier les cas qui ont une haute chance d'être EGFR positif et faire le diagnostic juste pour ces gens-là qui ont une hausse chance de mutation. Alors aussi, brièvement, on voulait mentionner le dépistage encore une fois pour un carcinome colorectal en regardant le test de microsatellite-O. Je vais essayer d'être très bref, c'est pas juste parce que on a un département légal, alors on est un peu limité de ce qu'on peut discuter. Mais ce que je peux dire, c'est que, comme vous pouvez imaginer, si vous avez des associations histologiques dans un carcinome colorectal, euh, créer un apprentissage machine pour les gens qui sont à haute chance d'être ça, qui a des conséquences pour le syndrome de Lynch sur le niveau génomique, mais aussi des implications thérapeutiques pour une sélection d'immunothérapie pour ces patients-là. Alors, même un modèle de base ici, qui est juste un preuve de concept, qui peut identifier ces cas qui ont MSI haut avec vraiment une haute sensibilité. Alors, on 0,9 sur la courbe. Alors, ce qu'on peut faire avec GFR, similaire à le GFR, on peut dépister les gens qui sont à haute chance d'avoir un haut MSI et les envoyer pour l'immunohistochimie qui coûte beaucoup plus cher et qui prend plus de temps pour identifier et confirmer l'instabilité microsatellite. Alors, je vais passer à... Alors, ça, c'est un biomarqueur nouveau où l'histochimie ne peut pas être utilisée. Je vais essayer de passer à travers ça très, très rapidement. Alors, ici, le problème, c'est que la vieille façon qu'on définissait HER2 positif était basée sur Herceptine et Perjeta. Ça, c'est des médicaments qui bloquent le HER2 surexprimé. Alors, l'histochimie qui a été utilisée, était biaisée vers les gens qui avaient un HER2 surexprimé, donc avec donc l'amplification sur l'hybridisation, peu importe. Alors, quand vous appliquez ces critères-là, il y a seulement 15% des cancers du sein qui pouvaient appliquer pour Perjeta et Herceptin, mais il y a une nouvelle classe de médicaments qui ont montré de l'efficacité et qui sont disponibles pour traiter une catégorie différente de HER2 positifs. Alors, au lieu d'utiliser bloquer la surexpression d'HER2, ça utilise l'expression d'HRT pour guider un, un, un anticorps pour donner le médicament au lieu de bloquer la tumeur. Ça fait juste trouver juste assez de HER2 pour livrer le médicament et c'est le médicament qui va faire le dommage à la cellule. Euh, alors, ça va pas bloquer la HER2 à cause de ça. C'est cliniquement significatif et à des plus petits niveaux de HER2. Alors, HER2 bas. Alors, 1 plus, 2 plus. Et donc, le problème ici, c'est que d'abord, avant, c'était une catégorie qu'on considérait comme étant négative et les anticorps ne sont pas exactement créés pour être sensibles et utilisés dans ce 0 à 1 de score IHC. Et aussi, quand vous regardez le IHC 0, que ça soit expression RNA ou d'autres méthodes, il y a un sous-set de cas qui exprime quand même du HR2. C'est possible dans ces cas-là qu'il y a assez d'expression chez certains patients qui auraient quand même un bienfait sur certains des nouveaux médicaments. Alors, très brièvement, ce qu'on a fait, c'est identifier
un signal dans ces catégories-là qui identifierait des cas que nous, on a classifiés comme étant HER2 négatifs. Alors, négatif par IHC et expression RNA aussi. Alors ça, c'est vraiment, vraiment négatif. Et ça, c'est des cas qui n'ont pas assez de HR2 pour être identifiables par ces nouvelles techniques-là. Alors, ce qu'on a trouvé, c'est qu'on pouvait identifier les cas avec des inaudibles, encore une fois, au-dessus de zéro. Alors, ça nous laisse avec une hypothèse très intéressante. Donc, dans cette catégorie-là, on pense que les cas où le HR a été identifié comme étant complètement négatif, ben, vont être des vrais non-répondants à certaines thérapies. Mais ceux qui ont encore de l'expression résiduelle, et il y a une possibilité qui sont identifiés, sont plus comme des cas qui devraient être restés bas. Ça vont peut-être répondre aux thérapies. Et ça, c'est quelque chose qu'on regarde activement pour les essais cliniques, pour voir si cette hypothèse se tient et pour voir si on peut avoir des nouvelles thérapies pour ces agents-là. Alors, pour finir ici, alors Page approche la pathologie computationnelle juste basée sur les immenses bases de données qu'on a et aussi une approche d'apprentissage. On cherche aussi la prédiction et le prognostic, les biomarqueurs et on a plusieurs plateformes pour améliorer l'accès à ceci et juste pour développer d'autres plateformes. Ce qu'on veut faire, c'est donner le pouvoir aux pathologies, la façon dont ils extraient les données et les aider à augmenter le soin patient. Maintenant, mes collègues hey, euh, merci, Joel. Euh, je veux juste ramener tout le monde ici à l'écran et juste digérer beaucoup euh, d'informations extraordinaires que tu viens de partager. Merci beaucoup. Et surtout d'avoir partagé la science profonde et la question en tant que personne non scientifique, avec la richesse de vos apprentissages, avec le travail que vous faites. Pourquoi, en fait, est-ce que l'adoption de la pathologie numérique et avec tous les efforts, pourquoi est-ce que c'est si lent? On penserait que les pathos seraient en train de courir vers vous. Et je pense que vous êtes tous des pathologistes ici. En fait, c'est quoi les barrières? Alors, je peux parler de ça. Peut-être, Mike, peut-être tu veux rentrer dans la conversation ici? Oui, en fait, ça, c'est toujours la question à 1 million de dollars, puis on se pose la question depuis non, la pathologie numérique n'est pas nouvelle, la partie IA est nouvelle, mais les analyses, en fait, ma théorie, c'est que la raison qu'il n'y a pas d'adoption, c'est que la valeur doit être là. La valeur clinique, ça doit démontrer une certaine valeur clinique qui change comment on fait les choses. Sinon, c'est juste des questions d'efficacité puis d'autres valeurs qui existent et qui sont utiles, mais ces genres de valeurs-là ont plus d'adoption beaucoup plus lente que la sorte de valeur qui est créée quand, en fait, les résultats patients sont altérés et meilleurs. Alors, moi, je pense que le travail que Paige vient de montrer et le travail que moi, je vais montrer. Et donc, est-ce que notre technologie va être capable d'aider les patients? Est-ce que ça, c'est clair et robuste et d'une façon qu'on va avoir une meilleure adoption? Dans, et, et Dr. Klinstrom, en fait, vous voyez de l'adoption, en fait. Oui, en fait, c'est une question d'économie. C'est malheureux de dire ça, mais avoir une opération de scan numérique, c'est très, très cher. Les scanners peuvent être à peu près un quart de million pièces, puis il en faut plusieurs pour numériser tout un département. Il faut que tout le monde change la façon dont il travaille. Donc, il doit y avoir de la valeur passée. Tu sais, il y a certaines efficiences sont données par un environnement numérique, mais c'est très difficile de justifier la transformation sans les outils qu'on discute en ce moment. Alors, on espère que pendant qu'ils deviennent plus recommandés et demandés par pharma, par les patients, par les cliniciens, que en fait, ça va revenir à un remboursement, que les gens adoptent la technologie.
c'est complexe, mais dans un monde de médecine de précision, qui est en fait la base ici, ça semble être exactement sur la coche pour, surtout avec les études de cas qui le prouvent. Donc, on sauve de l'argent, meilleur résultat, meilleur ciblage. Alors, tous les signes sont là. Puis moi, j'aimerais rajouter à ce que Mike et David ont mentionné. Pour changer la médecine, ce n'est pas juste une étude dans ces indications-là, c'est vraiment le volume de données. Alors, nous, en médecine, on est un peu, euh, on a de la difficulté à changer notre pratique sans avoir des données qui soutiennent l'adoption, l'efficacité et tout le reste. Alors, pendant que les preuves sont bâties, on peut les inclure dans les recommandations des sociétés qui va améliorer l'adoption, mais la médecine, c'est un peu un immense navire, puis on lance un peu des balles de ping-pong vers ce grand navire-là avec chaque nouveau morceau de données et ça va prendre du temps pour le tourner. J'adore l'analogie et David, je le ramène à toi avec un dernier commentaire avant qu'on passe à, à nos amis à Path, mais juste un peu plus au sujet de... Et je pense que Page pour le cancer de la prostate ont eu une approbation du FDA qui a en fait généralisé l'approbation, l'utilisation des IA en pathologie en général. Est-ce que vous pouvez clarifier ça pour moi? Oui, en fait, ils ont autorisé l'utilisation de l'algorithme pour du soutien décisionnel pour les biopsies de cancer de la prostate, du cancer de la prostate. En faisant ça, ils ont défini notre appareil de façon très large, en suggérant que les paramètres qui ont été utilisés pour approuver pouvaient être utilisés pour n'importe quel algorithme similaire qui arrive pour revue devant leurs yeux. Fait que ça donne un cadre pour les autres qui viennent. Donc, si les autres veulent savoir comment avoir une approbation pour l'IA, il y a un sommaire que vous pouvez lire pour savoir exactement ce qui a été requis. Alors, je pense que c'était un avancement d'avoir une approbation, mais surtout savoir que, OK, ben c'est comme ça que ça va marcher en avançant. Merci. Et en fait, c'est un bel ajout sur ce que Christian a dit. Juste continuer de pousser. On continue de pousser continuellement, puis juste une approbation a ouvert un cadre et ouvert la porte pour les autres. Alors, je vais passer maintenant à Mike et Kristen pour leur présentation et on va revenir à la fin. Oui, super. Merci Anne-Marie de nous avoir invités à PathAI et merci Joe et Dr. Krimstrup. Je suis sûr que je vais mentionner beaucoup des mêmes thèmes, alors je vais passer un peu à travers qui sont PathAI et un peu d'études de cas pour un peu démontrer la puissance de notre technologie, puis comment ça pourrait améliorer les résultats patients et un peu comment est-ce qu'on avance ça vers la pratique. Alors, très rapidement, PathAI, on a été fondé en 2016. Nous sommes à Boston. On a 800 plus employés. Un gros groupe euh, viennent d'une acquisition d'un laboratoire à Memphis. Euh, et nous sommes backés par plusieurs gens stratégiques. Euh, Ça montre un peu la puissance que le pharma et le public en général voit dans cette technologie. Notre vision, c'est d'améliorer les résultats patients. C'est au cœur de ce qu'on fait. On trouve des biomarqueurs potentiels. On commercialise cette science-là euh, et éventuellement améliorer l'efficacité. Euh, et c'est vraiment ce qu'on peut faire. Et pourquoi est-ce que c'est important? Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas été capable de le faire? Ça, en fait, c'est un graphique très intéressant à gauche qui montre, en fait, l'approbation, les taux d'approbation versus l'argent qu'on dépense. Alors, on dépense plus d'argent, on a plus de médicaments approuvés, mais par
médicaments par dollar, on n'est pas plus efficace et ça, c'est en 2010. Et je vois en fait un graphique mis à jour en 2018. Puis même dans les dernières années, on n'a pas amélioré ça. En fait, AstraZeneca a fait un regard de l'heure, qui pline ici à droite, où ils ont regardé les raisons pourquoi ils ont des échecs dans le développement clinique et comprendre les mécanismes d'action chez les humains. Alors, beaucoup des mécanismes d'action dans les animaux, quand on le traduit chez les humains, c'est très difficile à faire et d'apprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'humain. Alors, comprendre le mécanisme et ensuite le prouver et sélectionner les bons patients, ça, c'était des gros facteurs. Puis on voit 74% de leur pipeline, quand ils ne comprenaient pas le mécanisme d'action chez les humains, euh, ils, ils n'allaient pas à la phase clinique et ils ont fermé aussi s'ils n'avaient pas la bonne stratégie de sélection des patients. Alors, on a encore besoin de faire mieux pour ce qui est de la technologie qu'on peut trouver dans cet espace clinique-là. On voit que la pathologie a un rôle très important. Il y a beaucoup de travail qui a été fait dans le moléculaire, le séquençage, l'anatomie, mais la pathologie a un peu été lent dans leur capacité d'ajouter de l'information dans le processus. Pour les raisons que Dr. Klimstra a mentionnées, c'est une vieille technologie, c'est plusieurs variabilités, c'est dur à augmenter. Alors, c'est vraiment en retard en termes de l'information qu'on peut donner aux différents programmes. Mais la maladie est définie par la pathologie. C'est écrit dans, dans des centaines d'années d'histoire. Alors, ça, c'est la manifestation des maladies qui sous-jacent un peu ce qui se passe au niveau de la pathologie. On doit faire un meilleur travail et on pense que l'IA peut vraiment aider dans cette façon de faire. Comme nos collègues à Page, on voit ça de deux façons. Deux façons. Un, améliorer ce qu'on fait déjà, donc le rendre meilleur. Alors ça, c'est des cartes où on peut détecter des tumeurs sur une diapo, puis on peut réduire la variabilité, on peut augmenter la capacité de biomarqueurs existants. On peut donner un exemple de ça, mais aussi ce qu'on peut pas voir. Comme Dr. Opie a dit, il y a beaucoup d'informations. Ça, c'est une section dessus, puis on peut extraire l'information en utilisant l'IA, en identifiant des nouveaux biomarqueurs et de nouvelles compréhensions de résistance des mécanismes. Et on peut être encore plus sophistiqué et faire des méthodes non supervisées. On peut avoir, ils peuvent nous montrer des endroits spécifiques des cellules, ce qui nous donne beaucoup d'informations qu'on ne pouvait pas avoir avant, puis on peut utiliser ça pour avoir de nouveaux médicaments potentiels, de nouveaux médications, de nouvelles médications. Alors, je vais parler des deux. Et encore une fois, ça, c'est comment on est dans une compagnie. On commence avec la science et ensuite on l'amène dans les essais cliniques, une façon qu'on peut le faire croître et on peut le faire globalement, mais aussi ensuite l'amener aux patients. Je vais passer ça rapidement, puis je vais juste parler des sciences existantes. Je vais donner quelques exemples ici. Une, c'est dans les PDL1 ou PD1, l'immunothérapie. Jim Allison a gagné un Nobel pour son travail en IO. Ça, c'est un grand succès dans différents types de cancers et les patients qui sont éligibles, et dans certains cas, pour les thérapies PD1, sont testés pour l'expression de PD1 sur une échelle continue. Alors, si vous êtes haut, vous allez probablement réagir à ça, puis si vous êtes bas, vous n'allez pas réagir, mais le pathologiste fait cette mesure-là sous un microscope, c'est très variable, comme je peux montrer ici. Ça montre en fait les, les, les comparaisons de différents pathologistes à lire les PDL1. Alors, 50%, ils sont-ils d'accord? Aussi, la quantité dans les cellules. Alors, dans l'espace tumoral, c'est, c'est pas une très bonne, une très grande variabilité. Alors, les patients sont souvent mal classifiés sur leur niveau d'éligibilité aux thérapies. Puis ça, c'est très mauvais quand les gens on leur donne pas la thérapie ou encore pire quand les gens on leur donne la thérapie puis il y a des risques de sécurité
santé. Euh, et en fait, ils vont pas répondre. Alors ici, on a des modèles qui peuvent mesurer le PDL1. Alors toutes les cellules, on peut déterminer si c'est positif, négatif, quelle sorte de cellules sont positives et négatives, et où c'est dans la cellule et dans le tissu. On a développé des modèles pour faire ça automatiquement, puis on voulait l'appliquer plus grandement à travers différentes cohortes pour voir si ça avait un impact sur les résultats dans les études. Et en fait, ici, on a publié ça dans Modern Pathology très récemment, puis on montre une observation en utilisant l'IA au lieu du manuel, c'est qu'on peut augmenter le taux de positivité des biomarqueurs. Alors, on a trouvé qu'il y avait à peu près 20 à 30 plus de patients positifs quand on utilisait l'IA, ce qui veut dire que c'est beaucoup plus sensible à identifier les biomarqueurs, puis on l'a vu avec ce que Joel a mentionné, c'est beaucoup plus puissant à des plus bas taux. Mais est-ce que ça fait une différence? Est-ce que ces gens-là répondent aux médicaments? Alors, quand on a regardé rétrospectivement, alors les gens qui avaient Opdivo, Nivolumab, ça, c'est une courbe meilleure, alors qui montre la survie sur le temps. Et les patients qui étaient négatifs pour le PDL1, manuel et aussi IA, alors des vrais négatifs, ça, c'est eux qui ont fait le pire. Ceux qui étaient mais qui étaient double positifs ont fait le mieux. Mais ceux qui étaient négatifs en manuel et à qui on n'a pas donné de thérapie dans le vrai monde, ben, ils ont eu en fait des taux de réponse presque comme ceux qui étaient double positifs. Alors, quand on a vu à travers différentes études, on a vu que 10 sur 13 études qu'on a regardées à travers différents types, mélanome, vessie, on a été capable d'augmenter la signification des, la, la, des effets des médicaments. Alors, encore une fois, on montre que vous pouvez en donner à plus de patients et potentiellement, eux vont répondre encore mieux. Fait qu'on pense qu'on a un gros pool ici pour donner les meilleurs traitements aux patients. Alors, ça, c'est un exemple. Un autre exemple dans cet espace. Alors, qu'est-ce qu'on pense des nouvelles choses? Alors, PD1, c'est existant, mais on regarde CD8. Alors, CD8, c'est une sorte de cellule qui est connue comme faisant faire partie de ce qui attaque les tumeurs. On essaye de l'allumer dans l'immunothérapie pour que nos cellules attaquent les tumeurs eux-mêmes. Et on le sait dans la littérature que les gens qui ont des tumeurs enflammées font bien avec l'immunothérapie, mais il y a des patients qui sont déserts, ils n'ont aucune infiltrat d'immunologie, mais il y en a qui sont autour de la tumeur. Pour une raison, ils ne sont pas capables de rentrer dans la tumeur. Et ça, c'est très difficile à étudier à travers des cordes parce que c'est difficile à mesurer le CD8 sous le microscope. Il y a beaucoup de variabilité, c'est difficile à standardiser. Alors, on a créé un modèle pour étudier le CD8 et catégoriser les différents phénotypes. Et ensuite, appliquer ça, cette classification, et regarder rétrospectivement si ça avait un impact. Et quand on a regardé une étude, encore une fois, qu'on a utilisée avec PMS, si on a un PD1 haut, on répond bien. Puis si on répond pas, on répond pas. On le savait, ça, mais quand on a regardé au CD8, euh, alors dans le PD1 négatif, alors ça, c'est des mauvais répondeurs. On a trouvé une sous-population qui répond très bien à la monothérapie et la combinaison. Puis quand on a regardé on a rajouté ça au PD1 positif, on a vu une augmentation dans la population positive. Donc, plus de patients qui peuvent recevoir une thérapie qui sauve des vies et le hazard ratio est augmenté aussi. Alors, nouveau biomarqueur, qu'on rajoute un biomarqueur existant, vraiment améliore les résultats ici. Alors, ça, c'est les exemples. Alors, Joel, en fait, a donné un excellent exemple sur comment on peut prédire les phénotypes par les HE. On a fait travail similaire qu'on a publié, au lieu de faire du début à la fin où on rentre une diapo, et je ne l'ai pas mentionné, on a à peu près 400 pathologistes qui travaillent avec nous à temps partiel pour développer nos modèles, et eux peuvent annoter les différentes régions de tissu, et on peut en fait l'inclure et avoir toute l'information de HTE, et on peut ensuite séparer par euh, par exemple, les tumeurs gastriques, tumeurs du
poumons, et on peut regarder toutes les caractéristiques et les associer à travers différents types de tumeurs et voir que les macrophages, par exemple, dans le stroma, euh, très, sont très exprimés dans le cancer du poumon, par exemple. On peut ensuite utiliser ça pour prédire les phénotypes cliniques, comme Paige a mentionné. Pour le MSI, on peut prédire le HRD, qui est un autre cible thérapeutique. On peut le prédire. Et donc, on peut en fait le pousser encore plus loin et donc lier les phénotypes pathologiques aux phénotypes génétiques, qui peut nous donner une meilleure idée des mécanismes si on met ces deux choses-là ensemble. C'est du travail qu'on a fait récemment, puis on a regardé pourquoi est-ce que nos prédictions fonctionnent et pourquoi est-ce que c'est important. Et je pense que Paige l'a mentionné aussi, H&E est moins cher et accessible. Tout le monde comprend ça. Le séquençage de nouvelle génération est cher et ça prend du temps et le taux d'échec est haut. Alors, si on fait prédire ça, on peut augmenter pour les tests qui sont sur le marché, mais on peut aussi aider les compagnies pharmaceutiques à trouver plus de patients pour leurs essais cliniques pour la même raison que ce qu'on a entendu plus tôt. Les gens sont diagnostiqués avec le cancer et aujourd'hui, ça va directement au biomarqueur pour les raisons que j'ai dit, mais si on peut utiliser un HCE très facilement, et comme Joe a mentionné, mais là, on a une plus grande chance d'amener ces patients-là dans nos essais et potentiellement enrichissant comme ça. Certainement des développements. Alors, la dernière chose que je vais mentionner très rapidement, c'est comment est-ce qu'on amène ça de l'avant. Et je pense que c'est important ici pour les algorithmes qu'on développe de de passer 100 heures d'essais cliniques à diagnostic à traitement. Les diagnostics ont leurs propres besoins. Alors, quand on met un algorithme pour un essai clinique, on veut peut-être regarder un protocole spécifique à l'essai, par exemple, 3 pathologistes ou je veux ci, je veux ça, tu sais, le commanditaire veut ci, veut ça. Il y a plein de choses qu'un essai clinique demande versus l'espace clinique demande moins de ça, mais ils veulent voir les patients de façon longitudinale et il n'y a rien de spécifique à l'essai. Alors, on a développé des plateformes qui passent de recherche à essai clinique à diagnostic et en faisant ça, on peut déployer ces plateformes-là soit dans nos propres services laboratoires ou où on peut nous envoyer les diapos nous-mêmes et te demander la question pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'adoption? Puis il n'y en a pas. Il y a beaucoup de laboratoires qui n'ont pas d'imagerie. Et s'ils n'ont pas d'imagerie, ben, ils peuvent juste envoyer les diapos de vitre au laboratoire euh, et sont envoyés, une grosse portion sont envoyées à nous. Alors, envoyer de la vitre, c'est pas très, très difficile, mais aussi on peut avoir nos plateformes à différents sites pour ces laboratoires-là. Alors, on essaye d'un peu rencontrer la communauté où ils sont pour donner la meilleure accès. Et je vais juste terminer ici. Désolé qu'il reste seulement quelques minutes, mais j'espère que ça vous a donné. Oh, excuse-toi pas, ça a été une présentation exceptionnelle, en fait, des deux côtés. Et je réalise now qu'une heure, c'est même pas assez pour toucher la surface sur une grosse conversation comme ça. Alors, inquiétez-vous pas, on va vous inviter à notre prochaine conférence. Alors, il y a plein de questions ici, mais avant de faire ça, je veux juste rentrer dans une conversation très spécifique sur, on comprend les barrières ici, mais de vos deux perspectives, est-ce que chacun d'entre vous peut euh, donner un sommaire des 3 à 5 bienfaits de l'IA et c'est, comment ça, oh, David, désolé, t'es sur mute. Oui, c'est ma faute, ça, désolé. Alors,
parler de pathologie spécifiquement, les bienfaits de l'IA, c'est qu'il y a une vision d'ordinateur qu'un pathologiste ne peut pas voir. Comme Joel l'a mentionné, la morphologie de tumeur est une intégration de plein de choses qui se passent au niveau génomique. Et donc, c'est capable d'évaluer ça et de synthétiser ça et d'arriver à des résultats que nous, on peut pas faire en tant que pathologiste pratiquant. Et c'est aussi capable de nous apprendre, nous enseigner c'est quoi ces choses-là. Et on peut demander à l'ordinateur de nous montrer comment est-ce qu'ils ont déterminé l'expression de HR2, par exemple, et on commence à comprendre c'est quoi les différences morphologiques. Et la troisième chose, c'est qu'on peut le mettre à des tissus routiniers et nous donnerait de l'information qui, en fait, des choses qui nous coûteraient des milliers de dollars pour une quantité d'analyse qui pourrait nous prendre 2 à 3 semaines, puis le faire instantanément. Mike, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, en fait, euh, je pense qu'augmenter la quantité, je pense que les pathologistes font un très bon travail, puis je pense que ils font très bien la plupart du temps. C'est quand on demande aux pathologistes de quantifier les choses, c'est là qu'il y a un plus grand problème. C'est comment gris est-ce que le gris est? C'est la subjectivité plus difficile. Alors, l'ordinateur peut juste faire un meilleur travail. D'abord, ça peut être standardisé. Et Anne-Marie, tu vas chez un pathologiste, moi je vais à un autre pathologiste, puis on peut avoir des résultats différents parce que tu sais, ou même le même pathologiste qui a fait une analyse le matin versus le soir. L'ordinateur ne fait pas. Ça va être standardisé, ça va être toujours la même chose. Ça, c'est très important. Puis je pense que dans ces régions quantitatives qui sont très difficiles pour les humains à faire bien, je pense que là, l'ordinateur va faire mieux. Ça, c'est les résultats que j'ai montrés. Juste pour ces cas spécifiques, qui sont en fait des cas très importants, mais les cas utiles où je pense que l'IA va être très, très utile. Je vais arrêter là. Peut-être, Kristen, toi, tu as un peu de désavantages que tu vois pour l'IA. Oui, Mike, je suis d'accord sur la précision. Je pense que c'est le numéro un qui vient en tête. Et aussi, je pense que l'IA peut en fait utiliser l'outil pour l'équité et l'accès en médecine. Et c'est voir la valeur dans ces populations qui ont peut-être pas l'accès à des bons pathologistes ou des pathologistes tous qui étaient spécialisés. Et on peut utiliser l'équité de soins dans ça. Oui, merci et de renforcer. Et je vais passer à certaines questions ici et je vais vous les lire ici. Alors, première question, ça a pris tellement de temps pour le génomique et la séquençage de la prochaine génération d'être implanté dans différentes. Et sinon, est-ce que l'IA, c'est un remplacement de ça ou c'est un complément à ça? Oui, vas-y, Joe. Oui, je vais prendre la question. Mon background, mon fellowship était en pathologie génomique, alors c'est une grosse partie de mon fellowship et de ma pratique, et aussi ce que je faisais dans l'industrie. Alors, la question est souvent, on l'a souvent, et elle est souvent demandée différemment. Alors, avec le Next Gen qui fait presque tout, qu'est-ce que l'IA va faire en fait? Et ce que je dirais, c'est que c'est l'habilité de faire des analyses phénotypiques, de quantifier euh, ce que Pat a dit. Alors, ce qu'on a ici, c'est un complément fonctionnel à l'information génomique qu'on reçoit. Et un bel exemple de ça, c'est quelque chose comme EGFR ou FGFR3 dans la vessie, parce que c'est un partenaire translocationnel inaudible. Alors, c'est pas clair dans toutes les translocations qui ont été vues combien sont fonctionnelles. Mais peut-être on pourrait être capable d'identifier un signal qui est constant avec l'activation du FGFR.
Alors, on peut marier ça à l'information génomique pour pas juste identifier les cas qui ont l'altération qu'on cherche, mais en fait, utiliser d'une façon que la maladie, la maladie ne traite pas le génome, elle traite le phénotype de ce génome-là. Alors, OK, donc très complémentaire en général. Alors, pour bâtir sur cette question-là, c'est qu'avec l'avancement de l'IA en pathologie, est-ce que ça implique avoir plus de biomarqueurs en cancer et donc développer plus de thérapies? Alors, ma réponse courte, c'est oui. Alors, ça, c'est une source de données nouvelle, c'est très robuste. Et comme plusieurs de ce qu'on a dit aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations qu'on peut trouver. Alors, certainement, ça devrait ouvrir des nouveaux mécanismes, des nouvelles cibles, des nouvelles stratégies, des nouvelles indications même, pour vraiment nous aider à comprendre euh, quelle population utiliser. Oui, ça semble être l'objectif ultime de votre travail. Oui, et j'amplifierais ça encore plus en disant que ça nous permet de regarder des biomarqueurs génomiques de différentes façons. Alors, souvent, les médications bloquent un chemin qui peut peut-être inclure deux, trois gènes ou différentes altérations, mais s'ils produisent toute la même morphologie, on peut peut-être trouver ça en tant que biomarqueur unique, numérique, qui reflète le cheminement d'essayer de cibler. Donc, ça pourrait en fait simplifier la détection de biomarqueurs en tiant à la morphologie et l'expression de cette anomalie-là. Alors, on a seulement quelques minutes, mais je veux finir sur une dernière question ici. Et je sais que les gens qui écoutent ont adoré les études de cas que vous avez montrées. Puis, j'ai vu qu'il y en a un qui parlait de biomarqueurs, on parlait de prédiction, diagnostic, traitement. Alors, vraiment, à travers ce spectrum-là, alors, où est-ce qu'on pense que l'avenir des biomarqueurs et de l'IA sont? Est-ce que c'est plus du côté traitement? Est-ce que on va voir des choses qui sont développées plus au traitement, d'autres plus prédiction? Est-ce qu'il y a une meilleure compréhension de ce qui va se passer en premier et ce qui est le plus proche? Peut-être que j'irai en premier, je suis pas sûr que je séparais ces deux choses-là. Je pense qu'Anne-Marie, si on parle de diagnostic, comme David a parlé, alors meilleur diagnostic prostate, sein, etc., euh, ils sont plus court terme qu'il y a dans le sens où ils ont des applications immédiates. Alors, ils sont utilisés aujourd'hui. Mais de l'autre côté, je pense que ces approches de médecine personnalisée, euh, qui ont des impacts très significatifs sur les traitements. Alors, même si c'est un petit peu plus loin, je pense qu'il y a beaucoup d'investissements, beaucoup de traction là aussi, et pas, et au moyen terme, hein, pas si loin que ça. Alors, c'est pas vraiment une réponse, mais c'est une réponse. Oui, je pense en fait que c'est la meilleure réponse. Le but de l'analyse de pathologie, c'est de guider les thérapies. Oui, on veut savoir c'est quoi le diagnostic, on veut savoir c'est quoi le prognostic, mais ce qu'on essaie vraiment de faire, c'est de déterminer c'est quoi la prochaine étape dans le traitement de ce patient-là. Est-ce qu'ils ont besoin de chirurgie? Est-ce qu'ils ont besoin de chimiothérapie? S'ils ont besoin de chimiothérapie, c'est quoi qu'ils ont besoin? Alors, toute l'information qu'on peut amener pour le prognostic, pour la réponse aux médicaments, ça nous amène tous dans cette direction de prédire les meilleurs traitements pour ce patient-là. Et on parlait N of One, ça c'est tout cancer est unique. Il faut être capable de le faire vraiment at large. Oui, vas-y, Christine, je te donne le dernier mot ici. La dernière chose que je rajouterais à ça, c'est que l'approche que euh, Phase AI et Path AI, c'est vraiment regarder les besoins non comblés aujourd'hui et avoir ces
besoins non comblés, nous guider vers où l'IA devrait aller. Alors, s'il y a une valeur à, pour une tumeur, pour un prognostic, pour un traitement, c'est là qu'on veut rajouter de la valeur pour le patient. Ouais, c'est beau ça. Alors, je vais le finir ici avec beaucoup de remerciements, au nom de Cancer colorectal Canada, des gens qui nous écoutent. L'auditoire, je pense qu'on a juste commencé à gratter la surface de tout ça et ça pourrait être, comme on a dit, une conférence en soi-même. J'encourage nos spectateurs d'investir dans ces compagnies-là. Euh, Vraiment, ils font des super technologies. C'est des compagnies très excellentes. Allez les voir et merci encore à l'équipe. Merci.